La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. C'est ce que dit ce matin le chef de l'Alliance. Déclaration hors norme lors d'un sommet qui pourrait redéfinir la défense de l'Europe. Un sommet en pleine guerre sur le continent et dont l'Ukraine est l'épicentre. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis aujourd'hui à Madrid. Emmanuel Macron est arrivé sur place tout à l'heure. Il s'entretient en ce moment avec le président turc. Pourquoi ce sommet? Ce qu'il va changer? Quelle place aussi pour la France dans le futur de l'Alliance? Pour en parler avec nous ce matin, Magali Barthez, le général Nicolas Richoux, Yves Bertoncini et Valeria Faure-Muntian. Merci à tous d'être avec nous. Avant de vous entendre, prenons la direction de Madrid où se déroule donc ce sommet crucial pour l'avenir de la défense européenne, pour l'OTAN, mais aussi, c'est la Bougriou, pour la France. Oui, absolument. Et vous le disiez à l'instant, le chef de l'État qui est en réunion bilatérale en ce moment avec Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a levé hier soir son veto pour la demande d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et la Suède, deux pays voisins de la Russie qui se sentent directement menacés par le Kremlin. L'enjeu pour les Français, en plus bien sûr de l'aide militaire, financière et politique qui doit être apportée à l'Ukraine, eh bien, c'est de réaffirmer le poids et l'importance stratégique de l'Union européenne comme alliée de l'OTAN. Par ailleurs, on l'a entendu également, eh bien, sur le flanc est du continent, la présence terrestre va être largement renforcée, passant de 40 000 hommes à 300 000 personnes sur le terrain. Cet après-midi, session extraordinaire avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lors d'une session qui sera consacrée très largement à la situation du conflit en Ukraine. L'enjeu, c'est de montrer bien sûr de l'unité, de la cohésion, alors qu'il y a 3 ans à peine, Emmanuel Macron parlait de l'OTAN comme étant en mort cérébrale. C'est donc un message politique très important adressé aujourd'hui à Vladimir Poutine. C'est la Bougriou à Madrid avec Charlotte Lefebvre. Merci pour toutes ces précisions. On va vous retrouver évidemment tout au long de la matinée les principales images, les principales déclarations de ce qui est en train de se passer en ce moment même. Ce qui nous interpelle évidemment ce matin, c'est cette déclaration du chef de l'OTAN. La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'Alliance. C'est ce qu'il dit. Alors cette alliance, qu'est-ce que c'est? Pour mieux comprendre, Nivine Potros est avec nous. L'OTAN, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, l'OTAN, c'est évidemment l'acronyme d'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça a été fondé en 1949, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec pour objectif, évidemment, d'assurer la sécurité du continent européen, mais également de contrer la menace soviétique. Actuellement, l'organisation compte 30 pays membres avec 2 missions principales. La première mission, elle est politique, maintenir la paix, désamorcer les différents conflits dans le monde. Le second volet, il est militaire. Alors, l'OTAN n'a pas d'armée à proprement parler, mais peut mobiliser au besoin les armées de ses différents membres avec un principe très important qui est inscrit dans ce qu'on appelle l'article 5. Si un pays est menacé, tous les autres pays de l'OTAN doivent lui venir en aide. Alors ça, évidemment, c'est pour la théorie. En pratique, l'OTAN a été pendant de très nombreuses années en sommeil. C'est là, vient de le dire, Emmanuel Macron a parlé il y a encore quelques années seulement d'une organisation en état de mort cérébrale. Mais évidemment, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'OTAN a retrouvé en visibilité, regagné également en crédibilité et en utilité. Actuellement, l'OTAN est déployée dans différents pays européens, 40 000 soldats précisément, déployés principalement dans les pays voisins de l'Ukraine. L'objectif, c'est de faire grimper ce chiffre à 300 000, des membres de l'OTAN présents pour le conflit évidemment en Ukraine, mais également déployés dans les pays voisins, notamment au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, puis plus globalement en Afrique également ou encore en Irak. Nivine, l'OTAN, ça coûte combien et qui paye? L'OTAN, c'est un budget énorme, 2,5 milliards d'euros. Tout le monde paye, chaque État membre doit consacrer théoriquement 2% de son PIB à sa dépense de défense.
Là encore, c'est la théorie, puisqu'en pratique, tout le monde ne respecte pas forcément cette règle du jeu. Seuls 9 membres sur 30 ont atteint cet objectif de 2%. La France, par exemple, ne consacre que 1,9% de son budget au volet militaire, 1,54 pour l'Italie, 1,44 pour l'Allemagne. Le mauvais élève de l'OTAN, c'est le Luxembourg qui ne consacre que 0,58% de son PIB à ses dépenses militaires. L'objectif du sommet qui est actuellement en train de se tenir, c'est aussi remettre à plat les finances de l'OTAN, puisqu'évidemment, avec le conflit en Ukraine, le budget va forcément augmenter ces prochaines années. Puis l'objectif également de ce sommet, c'est de discuter de l'orientation que va prendre l'OTAN, de revoir entièrement sa stratégie pour ces prochaines années. Merci Nivine pour toutes ces précisions. On comprend mieux ce qui est en train de se passer. La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. C'est ce que dit ce matin le chef de l'Alliance, Yves Bertoncini. D'abord, pourquoi et est-ce vrai? Pourquoi ? Parce que la Russie est en Ukraine, elle mène une guerre d'invasion, comme d'ailleurs elle l'avait fait en Géorgie. Elle a des troupes sur son pourtour. Elle nous menace indirectement, donc, parce que si l'Ukraine ne réagit pas vaillamment avec le soutien des Européens et des Occidentaux, nous pourrions être les prochains. Et donc, est-ce vrai ? Oui, c'est vrai que c'est une menace directe, pas seulement militaire, parce que la guerre en Ukraine va quand même affaiblir sans doute la Russie du point de vue militaire, mais d'une autre manière. La Russie coupe le gaz, la Russie peut faire des cyberattaques, la Russie peut déclencher de la propagande sur les réseaux sociaux. Donc c'est en effet une menace directe, alors même qu'en 2011, le précédent concept stratégique, c'était un partenaire. Donc les choses ont radicalement changé. Il y a déjà eu en 2014 quand même l'invasion l'annexion de la Crimée, la guerre de l'Onbass. Donc un voisin dont on aurait voulu faire un partenaire, mais qui s'avère dirigé par un homme, Vladimir Poutine, qui considère que la chute de l'Union soviétique, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, et qu'il faut donc reconstituer l'Empire russe. À ce titre, oui, il nous menace, et il menace en particulier les pays baltes, les pays comme la Pologne, les pays dont on disait, nous Français, y compris au plus haut niveau, qu'ils étaient un peu paranoïaques vis-à-vis de Moscou, au moment où nous, on essayait de se réconcilier avec Moscou. Même les paranoïaques ont des ennemis, et en l'occurrence, la guerre en Ukraine leur a donné raison. C'est pour ça que l'OTAN, qui n'a d'ailleurs jamais été en état de mort cérébrale, est en état aujourd'hui d'alerte opérationnelle. La Russie, une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN, une déclaration qui intervient ce matin lors de ce sommet auquel participent une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Les mots sont forts, ils sont relayés évidemment par la presse. Pour l'instant, aucune réaction, déclaration de Moscou, mais pourquoi ce ton ? Parce que Vladimir Poutine ne comprend que le langage de la force. Donc il faut surtout aujourd'hui, et c'est vraiment l'enjeu de ce sommet, montrer afficher pour l'OTAN de la cohésion, de l'unité et de la fermeté. Bien signifier à Vladimir Poutine qu'il n'y aura aucune faiblesse du camp occidental, et que si à l'avenir il prenait le risque de franchir la ligne rouge, c'est-à-dire cette frontière orientale, le flanc oriental de l'OTAN, il y aurait des mesures de représailles absolument immédiates. Donc voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est cette photo de famille, bien montrer l'unité du camp occidental, derrière évidemment le parapluie américain. Il va y avoir aussi l'enjeu aujourd'hui de l'accueil de la Finlande et de la Suède comme nouveaux membres de l'OTAN. Ce qui est assez stupéfiant dans ce qui se passe depuis 4 mois, c'est que Vladimir Poutine a expliqué que s'il intervenait en Ukraine, c'était parce que l'Ukraine était le cheval de Troie de l'OTAN et donc menaçait directement, et qu'il fallait repousser l'OTAN des frontières de la Russie. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire, parce qu'on a l'OTAN qui se rapproche, parce que la Finlande, la Suède ont besoin de ce parapluie de l'OTAN, parce que ces 2 pays se sentent menacés. Ne vaut-il pas mieux, général, dans le contexte actuel, ne pas, j'allais dire, mettre de l'huile sur le feu et provoquer une réaction des Russes qui pourrait être une réaction encore plus virulente que ce que l'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois en Ukraine ?
Je crois d'ailleurs qu'une réaction plus virulente des Russes, c'est un petit peu difficile dans le cas actuel. La menace quand même est réelle, même si elle n'est pas immédiate, parce qu'on imagine mal les Russes avoir la capacité de nous attaquer, mais la menace existe. Et je veux dire, cette déclaration, elle a une vertu, c'est qu'elle mobilise, comme vous le disiez, elle donne un cap, elle donne une boussole, c'est-à-dire réinvestir dans tout ce qui est combat Centre-Europe, corps blindé, mécanisé, de haute intensité. Donc ça permet aux alliés de savoir dans quelle direction ils doivent aller. Est-ce que l'OTAN fait bien de taper du poing sur la table, de nommer l'ennemi, de le définir, au lieu peut-être de calmer les choses? Clairement, c'est une bonne décision. La Russie a besoin qu'on se positionne aussi clairement. Vladimir Poutine ne comprend que ce langage, on l'a dit à plusieurs reprises, mais surtout, ça définit la stratégie sur du court, moyen et long terme. Et les investissements, l'organisation militaire, là où l'OTAN, même si les mots employés par Emmanuel Macron étaient un petit peu forts, étaient en mort cérébrale, c'est-à-dire qu'il ne se passait pas grand-chose au sein de l'OTAN et puis qu'il y avait une faiblesse d'investissement de la part de ses membres. Aujourd'hui, l'organisation est à nouveau mobilisée. Tous ses membres parlent d'une seule et même voix, et même la Turquie a retiré son veto en ce qui concerne l'élargissement vers la Finlande et la Suède. Et puis, chaque membre a prévu de faire des investissements financiers qui permettraient à l'OTAN de faire face à une menace sur le territoire européen en tout cas, et ce déploiement, cette augmentation significative, pratiquement en multiplication par 10, le nombre de militaires présents sur le continent européen et sur le flanc Est, prouve que l'organisation est mobilisée et c'est une très bonne chose. Maintenant, ça va réorienter l'ensemble des économies des membres de l'OTAN vers des économies plus militaires. J'aimerais vous interroger tous les quatre sur un petit événement. Ça s'est déroulé hier soir et vous l'avez évoqué brièvement, mais c'est important pour bien comprendre ce qui est en train de se passer ce matin à Madrid. La Turquie s'opposait jusqu'à présent à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Alliance, au sein de l'OTAN. Elle a changé d'avis hier soir. Alors d'abord, sait-on pourquoi? Et deux, qu'est-ce que l'arrivée de la Suède et de la Finlande dans ce groupe change à l'Alliance générale? En fait, ça ne change pas grand-chose parce que la Suède et la Finlande sont agrégés, j'allais dire, à l'OTAN sans en faire partie depuis très longtemps. Ils suivent nos normes. Ils ont une armée moderne, et ils ont une armée qui est compatible. Moi, j'ai travaillé avec des Suédois, j'ai travaillé avec des Finlandais. On les trouve sur les théâtres d'opération de manière assez fréquente. Et donc, ce sont des pays modernes qui sont tout à fait capables de rejoindre l'OTAN immédiatement. Ce que ça change sur le plan stratégique, c'est vraisemblablement les 1350 kilomètres de frontières que maintenant, de plus, que l'OTAN va avoir à gérer avec la Russie, et vraisemblablement des tensions, parce que la Russie, effectivement, n'est pas tout à fait ravie d'avoir l'OTAN qui longe ses frontières avec la Finlande. Et puis, ce que ça change également sur le problème stratégique, c'est que la Baltique est de plus en plus mare nostrum pour l'OTAN et l'Union européenne. Donc, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad est de plus en plus enclavé. Il y a l'île de Gotland en face, la Suède a l'île de Gotland, qui est une espèce de porte-avions au large de Kaliningrad. Pour sortir de la Baltique, une petite mer de 30 mètres, 20-30 mètres de profondeur, les sous-marins, c'est très difficile. Et puis, il y a le détroit des Jutland, et on peut très, très facilement barrer la sortie de la Baltique. Et donc, les seuls ports, je dirais, qui sont libres de glace pendant l'hiver, parce que quand on fait le tour par mouvement, c'est à la fois plus long et c'est souvent en glace. Qu'est-ce que vous pensez de cette levée du veto turc? D'abord, essayer d'en expliquer les raisons, et d'autre part, même question. Qu'est-ce que l'arrivée de la Suède et de la Finlande change à l'Alliance, à son fonctionnement? Bon, le veto turc avait un objectif, c'était que, semble-t-il, la Suède, la Finlande, des pays nordiques, droits de l'homiste, selon Erdogan, étaient trop conciliants avec le PKK. Donc ça, c'était le motif. Je crois que derrière, il y avait, donc semble-t-il, M. Erdogan aurait obtenu des garanties, des assurances. Il y avait derrière plus la volonté pour la Turquie de faire valoir sa position. M. Erdogan est en grande difficulté actuellement sur le plan intérieur.
il a des élections qui s'annoncent difficiles. Et donc, il voulait montrer qu'il compte. Il a des intérêts géostratégiques en mer Noire, en Afrique, en Méditerranée. Donc, je crois qu'il a utilisé le moment pour, je dirais, se faire valoir. En tout cas, moi, j'avais pronostiqué qu'il n'aurait pas la capacité d'aller jusqu'au bout. Donc, la Suède et la Finlande entrent. Ça signifie quelque chose d'important. La Finlande était neutre depuis sa guerre d'hiver contre l'Union soviétique en 39-40. La Suède, rendons-nous compte, était neutre depuis les guerres napoléoniennes. Alors ça n'empêchait pas que ces deux pays étaient très actifs. La Suède, du point de vue militaire, la Suède a une industrie de défense, la Finlande a des troupes d'infanterie aguerries. Mais ils n'étaient pas dans l'OTAN. Ils y entrent. Ça veut dire pour l'Union européenne que quasiment tous les pays de l'Union européenne maintenant sont dans l'OTAN. Il n'en reste plus que 4. C'est-à-dire l'Autriche. L'Autriche était un des pays, je veux dire, neutralisés pendant la guerre froide, au même titre que la Suède et la Finlande. L'Autriche est encore neutre. Il y a aussi l'Irlande et puis les deux petites îles, Malte et Chypre. Mais ça veut dire pour les Européens que quand on parle de défense, quand on parle du pilier européen de l'Alliance Atlantique, quand on parle de l'Europe de la défense, on peut le faire en ayant quasiment autour de la table que des membres de l'OTAN. Ça va quand même renforcer, en plus du concept stratégique, le rôle de l'OTAN dans la défense militaire de l'Europe, parce que c'est vrai que la défense militaire de l'Europe face à la Russie, c'est plus que jamais l'OTAN. Mais j'espère que ça va donner, parce que c'est nécessaire aux Européens, l'élan qu'il faut pour développer leurs propres moyens, leurs propres capacités, parce que l'OTAN ne pourra pas tout faire. La seule fois que l'article 5 a été activé pour l'instant, c'était après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. C'était là. Et donc, ce n'est pas la Russie seulement la menace, c'est une menace directe, mais il y a d'autres menaces. Le concept stratégique va le dire. Et face à toutes ces menaces, bien sûr que l'OTAN sera première s'agissant de la Russie, de Moscou, mais il y en a d'autres et il faut que les Européens s'en chargent avec l'OTAN ou à côté. Juste dire que l'OTAN a quand même dérogé une fois à l'article 5, c'est le bombardement de Belgrade en 1999. On ne voit pas où était l'ennemi, quel pays de l'OTAN avait été attaqué à l'époque. Valéria Faure-Muntian, ce que l'on comprend de ce qui est dit sur ce plateau, c'est qu'à la fois avec cette arrivée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande, l'alliance est plus forte mais aussi plus exposée. Effectivement, plus exposé. On a été déjà exposé puisque la Finlande et la Suède font partie intégrante de la logique européenne. Il y a des travaux qui sont en commun. Il y en a un qui est membre de l'autre ne l'est pas. Enfin, ça fait partie du territoire. Et contrairement à l'Autriche, qui est un pays complètement dans les terres et qui est complètement entouré par les pays européens, ceux-là, effectivement, sont plutôt exposés côté russe. Maintenant, leur arrivée signifie beaucoup du point de vue géostratégique et géopolitique. Et le petit bras de fer que M. Erdogan a essayé d'engager était effectivement plutôt lié d'une part à ses difficultés intérieures, mais surtout de la négociation qui menait avec la Russie à ce moment-là, notamment pour le blé, parce qu'il faut qu'il alimente aussi son pays et que Vladimir Poutine avait déclaré qu'il ne vendrait du blé qu'aux pays amis. Et la Turquie est très dépendante du blé russe. Mais en l'occurrence, on a une alliance demain qui va être complètement intégrée sur le flanc Est. Et donc, du coup, on n'aura pas de trou dans la raquette en termes de continuité de sécurité avec un commandement unique. Et ça, c'est très utile, me semble-t-il. Nous avons ce matin de nouvelles images à vous montrer, celle du centre commercial de Kremenchuk, frappé par les Russes il y a un peu moins de 48 heures. Elle montre, regardez, la puissance de l'explosion. On y voit aussi le missile, vous allez le voir brièvement. D'autres images aussi, cette fois de vidéosurveillance toujours qui saisissent la fuite de civils d'un parc à proximité du bâtiment touché. Alors, nouvelles images, nouveaux témoignages aussi. Écoutez, cet homme, lui, dit avoir été à l'intérieur du centre commercial au moment de l'attaque, ce qui évidemment remet en cause la version des Russes selon lesquelles ce centre commercial était fermé et servait d'entrepôt pour les armes. Écoutez. Je me rendais dans un centre commercial pour faire réparer mon téléphone. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris un café, fait 5 ou 6 pas, et tout à coup il y a eu un flash, rouge et orange, puis une roquette, et encore après, une autre explosion. Je ne me rappelle pas si c'était à gauche ou à droite. Il y avait de la suie et beaucoup de fumée, alors j'ai rampé vers la sortie.
Voilà, et 48 heures après, LCI s'est rendue sur le lieu du drame. Charlie Nurel nous explique que le déblaiement est toujours en cours. Écoutez. La situation, on va vous la montrer. Regardez, on vous emmène. Voilà, vous voyez toutes les personnes qui sont en train de travailler déjà à enlever les débris. Il y a 611 personnes qui travaillent depuis qu'il y a eu cette frappe. Enlever les débris, évidemment, tenter de retrouver les personnes disparues. Elles sont au nombre de 36 ici. Alors, il y a des petits détails qui sont assez sordides et je suis navrée de devoir vous les donner, mais c'est une réalité. En fait, ils retrouvent aussi des membres de corps et toute la difficulté désormais, c'est d'analyser, d'identifier, savoir est-ce que ça appartient à des personnes qu'on a déjà retrouvées mortes ou non. Donc voilà, ça c'est tout le travail, mais pour ça, il faut évidemment enlever les débris. Regardez ici, eh bien, il y a déjà des fleurs qui ont été déposées. Ça, c'était plutôt cette nuit avec les habitants qui sont évidemment extrêmement choqués d'avoir assisté à cette frappe parce que les déclarations russes disaient qu'il n'y avait personne ici, que ce centre était fermé. Les habitants ont publié des tickets qui montrent qu'ils avaient encore fait des achats le matin même. En ce qui concerne la situation, les missiles, les autorités ukrainiennes nous disent qu'il y a eu 2 missiles, un qui est tombé sur l'usine derrière qui est spécialisée en équipement pour refaire la route si vous voulez et un dans le centre commercial. En revanche, nous n'avons pas pu voir le cratère dans le centre commercial parce qu'on nous dit qu'il est derrière et vous comprenez bien avec ces images qu'on ne peut pas y accéder pour raison de sécurité. Voilà donc pour ce reportage de Charlie Nurel